Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce dernier cours de l'année 2018 sur cette discipline de l'Evo-Devo. Nous en étions restés la semaine passée à la discussion de ces relations curieuses qui existent entre, d'une part, la notion de contrainte et la notion d'homologie. Et la notion d'homologie, rappelez-vous, dérive d'une approche comparative très ancienne, historique, de la morphologie, de l'anatomie, et concerne des caractères qui sont partagés par une série d'espèces présents dans le plus proche ancêtre commun de ces espèces. C'est là la définition historique de cette notion d'homologie, qui est une définition que nous avons héritée de la paléontologie, en fait. Et c'est donc une notion qui est très différente de celle d'analogie, de convergence. Et souvenez-vous, je prenais l'exemple des piquants des hérissons pour illustrer le fait que des structures produites par évolution convergente ne peuvent pas être qualifiées de structures homologues. Et j'avais relevé ce fait curieux, finalement, que cette notion d'homologie contient en elle-même l'idée de contrainte, de ces contraintes internes. Et pour illustrer cela, je vous avais montré une comparaison entre, d'une part, les membres antérieurs d'une petite souris, qui auraient pu être ceux d'un être humain, d'un mammifère, et d'un autre mammifère, qui est la chauve-souris. Vous voyez que ces structures sont extrêmement différentes. Et pourtant, ce sont des structures qui dérivent de schémas de base qui sont imposés par le déploiement de systèmes génétiques identiques. C'est ce que nous avons vu sur les 5 semaines précédentes. Et donc, nécessairement, il doit exister des règles normatives qui sont conservées dans les deux cas et qui imposent, alors on utilise parfois ce mot de canalisation sans savoir vraiment ce qu'il veut dire, mais qui imposent un cadre. Alors, souvenez-vous, nous avons défini ce cadre comme étant un morphospace au moment où nous parlions du bec des pinsons de Darwin, c'est-à-dire une sorte d'ensemble des possibles qui est évidemment assez large, qui peut être assez large, mais qui est fini. C'est un cadre au sein duquel ces structures vont se développer. Donc l'existence de contraintes. Et je poursuivais en vous disant qu'en fait, ces contraintes sont liées, bien entendu, à l'histoire et à la fonction des structures, et pourront donc être d'importance différente selon les contextes, même au sein d'une même structure ayant une valeur adaptative globale. Ce qui est conservé dans le cas des membres antérieurs, c'est la fonction globale du membre antérieur. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir 2 doigts ou 4 doigts, c'est la capacité d'un singe, par exemple, à pouvoir attraper une branche. Donc c'est l'intégralité du membre. Et au sein de cette structure, on peut observer que les contraintes ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les pièces. Et j'avais utilisé ce code de couleur pour vous montrer que cette partie-là de la structure, la partie la plus proximale, chez les tétrapodes, est généralement beaucoup plus contrainte que la partie la plus distale. Et de fil en aiguille, nous en étions arrivés à discuter alors là d'une contrainte qui semble vraiment être maximale et qui avait été suggérée par Ernst Haeckel dans son travail d'anthropogénie en 1874, où Haeckel, en améliorant un peu les dessins qu'il utilisait, que vous voyez ici dans la partie supérieure, proposait déjà qu'à ce stade, les embryons de tous les vertébrés ont une ressemblance qui est de loin supérieure à la ressemblance qu'ils ont à ce stade, puis à ces stades. Et c'était en fait là le départ de sa théorie de la récapitulation, à savoir le fait que chaque vertébré repasse au travers de la vie d'autres vertébrés. Nous commençons comme des poissons, puis des amphibiens, etc. Alors, ce que Haeckel n'avait pas nécessairement observé, c'est qu'avant ces stades, avant que l'on arrive à ce stade que nous avons défini comme le stade phylotypique, ces vertébrés sont également très différents. Et donc, il y a une grande variation des formes
avant d'arriver à ce stade, une grande variation des formes après être passé par ce stade, mais durant ces quelques jours où l'embryon gastrule, neurule, on en a discuté, ce sont ces jours où les segments sont produits et tout se met en place, eh bien ces embryons ont une grande ressemblance, vraisemblablement due à l'existence de contraintes très fortes sur les mécanismes. Alors quelles sont ces contraintes? C'est un problème qui est totalement ouvert encore aujourd'hui. Un certain nombre de collègues pensent que ces contraintes sont dues à des interactions très fortes entre ces fameux réseaux géniques de régulation, ces GRN que nous avons discutés. Ce sera un endroit particulier où tous ces réseaux se mettent en place et sont connectés les uns aux autres, donc on ne peut pas changer ce passage. Et puis une autre façon de voir, c'est une explication qui a été principalement proposée par Rudi Raff en 1996. Puis une autre vue du système serait de dire, finalement, il suffirait qu'un seul mécanisme soit extrêmement contraint pour que l'ensemble soit tiré par ce mécanisme et oblige à passer par ce réseau. Et je dois vous dire honnêtement que pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Nous ne savons pas laquelle de ces explications est la plus probable. Ce stade particulier, comme je vous le disais, était défini comme stade phylotypique par Jonathan Slack et ses collègues en 1993 comme étant un stade embryonnaire auquel l'ensemble de cette boîte à outils, de cette fameuse boîte à outils génétique se met en place. Et à l'époque, qui permettrait donc en elle-même de qualifier un vertébré. Si l'on trouve un animal qui aurait cette distribution de gènes à ce stade précis, on peut dès lors le qualifier de vertébré. Ce stade phylotypique a été schématisé de plusieurs façons. Vous en voyez une ici, avec l'extrémité postérieure, l'extrémité antérieure, on se retrouverait à peu près à ce stade. Et vous voyez ici la présence de quelques-uns des gènes qui sont déployés à ce moment-là, donc quelques-uns des gènes qui font partie de cette boîte à outils. Et immédiatement, vous reconnaissez ces X, OTX, mais X, OX, 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 ce sont des gènes à homéobox. Et parmi ces gènes à homéobox se trouvent bien entendu les gènes OX. Alors maintenant, j'aimerais passer vraiment à un peu de temps sur ces gènes, ces fameux gènes OX, que l'on appelle parfois aussi gènes architectes. Et pour commencer, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question relativement simple. Pourquoi ces gènes ont-ils été clonés les premiers, finalement? Pourquoi ont-ils pris une importance particulière dans cette génétique du développement, dans cette évo-dévo? Eh bien, simplement, à mon avis, parce que les effets des mutations de ces gènes sont particulièrement spectaculaires. Et je vous montre ici un cas qu'on a déjà examiné. C'est une mouche qui a transformé T3 en T2, donc qui a deux paires d'ailes en T2. C'est des mutations dans la régulation de ce fameux gène ultrabithorax. Vous voyez ici un cas de figure qui, à mon avis, est même encore plus frappant. C'est une mutation dans un autre gène OX chez la drosophile qui s'appelle Antennapedia, pour une raison que vous comprenez immédiatement maintenant. Vous voyez que les antennes de cette mouche normale sont transformées en pattes. Mais ce ne sont pas des semblants de pattes, ce sont des pattes qui vraiment ressemblent à des pattes. Donc on a une transformation totale d'une structure dans une autre structure. Souvenez-vous, on avait qualifié de transformation homéotique. Alors je ne vais pas revenir longtemps sur l'historique de ce domaine, en fait. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. J'aimerais toutefois rendre honneur aux trois étapes majeures qui ont conduit au clonage de ces gènes et à tout ce qui s'en suivit. Et je dirais que les trois étapes les plus importantes, les avis peuvent différer là-dessus, c'est évidemment le travail d'Ed Lewis, et ça nous en avons déjà parlé, qui lui attaque le système il y a plus de 50 ans par une approche purement génétique. En voyant ces phénotypes, ces anomalies chez la mouche, il essaye, en recroisant, en
construisant des mouches, de comprendre d'où sortent ces phénotypes curieux. Et c'est donc lui qui fait le premier travail sur ce complexe bithorax, sur lequel je vais revenir dans une minute. Il découvre que ce système probablement implique des duplications en 6, nous en avons parlé la semaine passée, donc ces fameuses duplications en voisinage. Et c'est lui qui vraiment va poser, grâce à la génétique, la logique générale de l'action de ces gènes homéotiques. C'est là où tout remonte en vérité. David Hogness, quelqu'un d'extrêmement important dans ce domaine, qui étudie aussi à Caltech, qui, de façon intéressante, a passé pas mal de temps à l'Institut Pasteur, a travaillé avec Jacques Monod, et qui, lui, décide un peu plus tard d'essayer de cloner, d'isoler vraiment les morceaux d'ADN où se trouvent ces gènes. Donc de faire le travail moléculaire, en parallèle à ce travail génétique d'Ed Lewis, d'essayer de trouver où sont ces fameux gènes de développement. Et puis, un peu plus tard, 1984-1985, les travaux des laboratoires de Walter Gehring et de Matt Scott, qui, eux, grâce au matériel produit par le laboratoire de David Hogness, arrivent finalement à isoler une petite séquence qu'ils appelleront l'homéobox, homéoboîte, qu'ils retrouvent à plusieurs endroits sur le complexe qui est censé contenir ces gènes OX, homéotiques à l'époque, et par conséquent, grâce à ces petites boîtes, ils arrivent à cloner les gènes correspondants. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là avec l'histoire et vous donner 3 termes qui sont importants à comprendre pour la suite. Premièrement, le terme d'homéodomaine, on en a déjà parlé également. L'homéodomaine, c'est une partie d'une protéine, c'est un peptide, donc un morceau de protéine, qui fait 60 acides aminés, 60 résidus en taille, et qui a la capacité de lier l'ADN de façon spécifique à certains motifs d'ADN, à certaines séquences d'ADN. L'homéoboîte, c'est la séquence d'ADN qui code pour cette partie de la protéine. Vous le savez, 3 bases d'ADN sont nécessaires pour coder un acide aminé. Donc, puisque l'homéodomaine fait 60 acides aminés, l'homéoboîte, homéobox, a une taille de 180 paires de bases d'ADN. De façon intéressante, généralement, cette séquence est contenue dans un seul exon. Un petit exon qui ne fait pratiquement que contenir cette séquence d'ADN, bien qu'il y ait quelques exceptions. L'homéodomaine a une structure en 3 hélices alpha, troisième établissant le contact par le travers du sillon majeur de l'ADN. Et je vous ai déjà montré cette image-là il y a quelques semaines, dans un autre contexte, pour vous faire comprendre que ce sont des protéines qui exercent leur fonction en grande partie, il y a d'autres fonctions, mais en grande partie en repassant dans le noyau de la cellule et en contrôlant des gènes cibles. La façon dont ces protéines contrôlent les gènes cibles, c'est de se lier sur ces fameuses séquences régulatrices que nous avons vues à l'envie, grâce à une structure en 3 hélices, que vous voyez là, une première hélice, une deuxième hélice, une troisième hélice. Ici, vous avez une vue orthogonale, on voit que la troisième hélice rentre dans le sillon majeur de l'ADN et va contacter des séquences spécifiques. Donc, c'est une protéine qui a une de ses extrémités, donc une chaîne d'acides aminés, qui a une de ses extrémités, a un motif particulier de 60 acides aminés, l'homéodomaine. Ces 60 acides aminés dans l'espace ont une structure en 3 hélices, et la troisième hélice rentre dans l'ADN et reconnaît la bonne séquence d'ADN. D'accord ? Donc, il faut imaginer ces protéines partout en train de scanner l'ADN, de voir c'est pas la bonne séquence, voilà, là c'est la bonne, je reste, je pars, etc. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Lorsque l'on prend toutes ces séquences d'homéodomaines, il y en a plusieurs centaines dans notre génome, qu'on transforme ces séquences en code à une lettre, dont je vous ai déjà parlé, et qu'on aligne toutes ces séquences, on obtient quelque chose comme ça. Ce que vous voyez là, c'est un peu compliqué,
c'est en haut les 60 positions des acides aminés. Donc la protéine continuerait ici ou là-bas, mais ça, c'est le méodomaine. Première hélice, deuxième hélice, troisième hélice. Et en dessous, vous voyez les possibilités de présence de certains acides aminés à chaque position. Alors je vous ai mis sur la gauche ici un copier-coller de Wikipédia pour avoir le code de ces acides aminés. Vous voyez par exemple qu'en position 50, ici, au centre de la troisième hélice, eh bien, vous pouvez avoir soit une glutamine, une cystéine, une sérine ou une lysine. C'est tout. Par contre, vous voyez qu'en position 49, vous avez un phénylalanine tout le temps. Dans toutes les séquences méodomaines que vous allez trouver dans le génome, vous aurez systématiquement cet acide aminé à cette position, ce qui veut dire qu'il y a une pression, une contrainte très forte qui est exercée sur cet acide aminé. On ne peut pas le changer. Vous voyez par contre, à côté, vous avez un tryptophane ici, qui effectivement est le même. Vous ne pouvez pas changer. Si vous tombez sur une séquence protéique parmi les dizaines de milliers de protéines que nous avons, une séquence qui a un tryptophane, un phénylalanine, une glutamine, une asparagine, vous êtes pratiquement sûr que vous êtes dans un homéodomaine, parce que ce sont des acides aminés, des résidus qui sont invariants. Et puis vous voyez qu'à d'autres positions, alors on peut varier, vous pouvez avoir jusqu'à 14 des 20, 21 acides aminés possibles. Donc il y a des positions importantes, et puis il y a d'autres positions qui sont moins importantes. Alors le fait que ces homéodomaines varient dans leur séquence, évidemment, suggère qu'ils peuvent lier des séquences cibles différentes, heureusement, autrement, à quoi servirait un système où plusieurs centaines de facteurs lieraient les mêmes cibles? Ce ne serait pas possible. Donc ça donne de la spécificité de liaison, mais ça permet également de classer ces homéodomaines. On peut classer, par exemple, tous les homéodomaines qui ont une glutamine à cette position, etc., etc. Et si l'on fait cet exercice, on peut reconstruire un arbre, une sorte de phylogénie, non pas un arbre phylogénétique des espèces, mais un arbre phylogénétique des protéines, ce qui se fait évidemment relativement simplement avec un logiciel approprié. Et là, vous avez le genre de résultat que vous obtenez. Vous voyez qu'on peut remonter à des séquences ancestrales dont on pense qu'elles sont à l'origine de cette multiplication de ces séquences homéodomaines. Souvenez-vous, je vous en ai parlé pour les globines, c'est pareil, vous avez des duplications ici, des duplications là, etc. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a des grandes classes d'homéodomaines, de protéines, que l'on peut distinguer les unes des autres. Vous avez par exemple la grande classe ici des homéoboîtes de type Antennapedia. Ici, vous avez une autre grande classe des homéoboîtes de type PERD. Il semble d'ailleurs, en tout cas selon ces auteurs, il semble que ce serait à l'origine des homéoboîtes se trouverait une boîte de type PERD. Et les gènes qui nous intéressent, ces gènes OX, ces gènes architectes, sont en fait un sous-ensemble de cette famille des homéoboîtes de type Antennapedia. Alors pourquoi je vous raconte ça? Pour bien vous faire comprendre que lorsque l'on parle de gènes à homéobox, on ne parle pas de gènes OX. Nous avons plusieurs centaines de gènes à homéobox et nous avons un nombre restreint de gènes OX. Donc il ne faut pas mélanger des gènes qui contiennent des homéoboîtes ou des gènes qui contiennent des homéodomaines avec ces fameux gènes architectes, cette fameuse série de gènes dont je vais vous parler. Nous avons 39 que l'on a qualifiés à l'origine de gènes OX. Par exemple, si vous alignez ces séquences, vous allez voir que dans cette classe Antennapedia, vous allez avoir tous les résidus en position 50 qui seront des glutamines. Par contre, vous allez avoir certaines homéobox qui vont avoir un motif supplémentaire ici, qui est une petite séquence peptidique que vous n'allez jamais trouver dans cette famille-là. La présence de ce peptide supplémentaire vous indique que vous êtes dans un type proche des séquences OX, etc. etc. Donc en augmentant la stringence des critères, on arrive à qualifier une sous-famille qui est cette sous-famille des gènes OX.
Donc, ces gènes OX sont un sous-ensemble des gènes incluant une homéoboîte. C'est vraiment important de comprendre cela, de la classe Antennapedia. La raison pour laquelle ils furent appelés OX, c'est simplement parce qu'ils furent clonés les premiers. Et à l'époque où ces gènes furent appelés OX, on ne savait pas qu'il y aurait d'autres gènes avec une homéobox qui seraient clonés plus tard, d'où le problème de terminologie. Donc les gènes à homéobox ne sont pas tous des gènes OX, et comme je vous le disais la semaine passée, même l'appellation gène architecte ou gène homéotique ne devrait pas en principe être restreinte aux gènes OX, puisqu'il peut y avoir des gènes à homéobox qui ne sont pas des gènes OX, qui peuvent très bien avoir une fonction de gène architecte ou de gène homéotique. Je pense en particulier à une famille qui a été travaillée à Paris au Muséum par Giovanni Levi, des gènes qu'on appelle DLX et qui peuvent produire des transformations de la mâchoire qui sont parfaitement de type homéotique sans que ces gènes ne soient des gènes OX. Alors, regardons leur nombre. C'est là où les choses intéressantes commencent. Ce que vous voyez là, c'est le nombre des gènes OX, vraiment de cette sous-famille de gènes à homéoboîte de type Antennapedia qui appartiennent à la famille des gènes OX, que dorénavant j'appellerai gènes OX. Vous voyez que chez les nématodes, il y en a 6. Arthropodes, 8 et 10. Annélides, 8. Mollusques, 5 ou 6. Oursins, 10. Lancelets, l'Amphioxus, 12. Oui, on tourne toujours autour de 8, 10, 6, 12. Sauf évidemment chez les vertébrés, 39. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Cette fameuse duplication 2R que nous avons discutée, qui avait été anticipée par Suzumu Ono, qui fait que nous avons en principe 4 copies. Nous pouvons avoir jusqu'à 4 copies des gènes pour lesquels il y a un avantage d'avoir gardé 4 copies, bien entendu. Vertébrés. Alors, ça, ce sont exclusivement chez les vertébrés. Alors, non, pas tous les vertébrés en ont 39, puisque vous vous souvenez, la semaine passée, je vous disais que ça peut même monter ou descendre. Les serpents en ont 38, puisqu'ils en ont perdu un. Par contre, les téléostéens en ont plus d'une quarantaine, parce qu'il y a eu une duplication supplémentaire. Voilà. Maintenant, je ne souhaite pas ici développer, cette année en tout cas, l'éventail des fonctions de ces gènes. Ce n'est pas ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Nous l'avons vu dans certaines occasions, nous l'avons discuté précédemment, et juste comme un rappel, j'aimerais vous montrer une image pour rafraîchir, ce que j'ai tiré d'un textbook, pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons vu par exemple que le changement de gène OX est peut-être associé par une néofonctionnalisation à l'émergence d'animaux plus complexes. Nous avons vu que le changement dans les domaines d'expression de ces gènes OX peut être associé à ce phénomène qu'on a qualifié de tagmose, donc de déplacement de grands segments ayant des fonctions comparables. Nous avons vu que le changement de la régulation dans un domaine donné peut donner lieu à de l'homéose, donc des transformations de structure. Et puis nous avons vu également que des changements dans les gènes cibles des protéines OX, souvenez-vous des travaux sur les membracidés, etc., peuvent conduire à des différences morphologiques dans les appendices. Et ce sont des gènes qui effectivement ont des fonctions multiples, pléiotropiques, qui sont très importantes pour l'organisation des structures. Mais ce n'est pas de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas avec cela que j'aimerais terminer le cours, c'est avec un problème qui touche un point qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant puisqu'il est plus unique à cette famille de gènes et qui touche à leur régulation. En effet, ces gènes ont une régulation qui est extrêmement spécifique et très caractéristique de cette famille. C'est ce qui rend ces gènes très particuliers et leur étude si fascinante, en fait. Alors pour cela, laissez-moi retourner brièvement aux arthropodes. Les arthropodes, vous voyez là, ont entre 8 et 10 de ces gènes homéotiques et la mouche Drosophila melanogaster, chez qui ces gènes furent clonés en premier, possède 8 gènes OX. Ces gènes, vous les voyez là, ils sont disposés en clusters. Vous voyez qu'ils ont des noms un peu barbares. Ce sont évidemment des noms qui sont toujours associés aux structures
qui sont affectés lorsque l'on mute les gènes. C'est une sorte de règle en génétique qui fait que ce sont des mots extrêmement compliqués. Vous avez ici un gène labial, ça va encore. Proboscipedia, il y a une erreur ici. C'est Proboscipedia, parce que c'est un gène dont la mutation affecte le proboscis, peu importe. Déforme, sex chondridius, antennapedia, ultrabithorax, abdominal A, abdominal B. Il y a 8 gènes OX chez la mouche. 2 caractéristiques essentielles. Premièrement, ces gènes sont en groupe, en cluster, en voisinage. À l'évidence, comme l'avait supposé Ed Lewis, ces gènes sont le résultat d'événements de duplication en 6, de duplication horizontale. Deuxième point extrêmement important, l'expression de ces gènes, les domaines d'expression de ces gènes, reflètent la distribution des gènes sur ces clusters. Autrement dit, le gène qui est à cette extrémité va être exprimé et va fabriquer l'extrémité antérieure de la mouche. Puis le gène qui est un peu plus loin va fabriquer une structure qui est un peu plus loin. Puis, et le dernier gène abdominal B va s'occuper des organes génitaux et de la partie la plus postérieure de l'abdomen. Donc il y a une correspondance extrêmement curieuse entre, d'une part, la distribution de ces gènes sur le chromosome et la distribution des domaines d'expression de ces gènes pendant le développement, qui, là encore, avait été anticipé par Ed Lewis, mais en étudiant simplement la génétique de cette partie-là du complexe bithorax. Alors, cette expression est évidemment quelque chose qui arrive très tôt pendant le développement, au moment où les structures vont être spécifiées. Et vous voyez ici un schéma tiré d'un papier de Michael Levine, où sont là des schémas de larves, d'embryons de drosophiles juste après la gastrulation. Vous voyez qu'ici, on commence à avoir ce gène-là tout en haut, puis un peu plus postérieur, un peu plus postérieur, un peu plus postérieur, plus postérieur, 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 très postérieur. Donc on a cette sorte de gradient d'expression qui est résumé en haut ici, en fait, avec la tête de l'embryon ici, la queue de l'embryon ici, et ces fameux domaines. Quand vous regardez le domaine d'ultrabithorax ici, vous vous souvenez, on a beaucoup discuté de cette frontière entre le 3e et le 2e segment thoracique qui fait que le 3e segment thoracique chez la mouche n'a pas d'ailes, mais des balanciers, etc., etc. Vous voyez ici qu'en fait, cette expression d'ultrabithorax fait partie d'un ensemble cohérent de domaines d'expression qui sont de plus en plus restreints à la partie postérieure. Alors, ce n'est évidemment pas spécifique aux diptères. Et vous vous souvenez peut-être de cette image que je vous ai montrée dans un autre contexte. Là, on est chez les chélipodes, chez les fameux mille-pattes, où vous voyez que le système est virtuellement identique, avec le même nombre de gènes, pratiquement, exactement, mais la même logique générale d'expression, avec ces domaines qui sont de plus en plus postérieurs lorsque l'on progresse vers la partie postérieure du cluster. Donc les mêmes gènes, cette notion d'orthologie, une même stratégie générale, le même résultat final, mais évidemment des morphologies relativement différentes, puisque les pattes d'un mille-pattes sont différentes des pattes d'une drosophile. Donc on a affaire à un système qui n'est pas un système qui en lui-même définit la qualité des structures. C'est un système qui pose une information générique différentielle sur laquelle vont se construire des structures selon la façon dont l'organisme va interpréter cette distribution générique. Et puis, alors on passe chez les vertébrés. Et chez les vertébrés, nous avons déjà discuté de cette structure. Chez les vertébrés, nous avons 4 de ces complexes, suite à cette duplication, à ces 2 duplications génomiques. Là encore, vous avez le gène numéro 1, gène numéro 13, 13 groupes de paralogie, 3 groupes qui sont complets. Alors, extrêmement intéressant, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Souvenez-vous, le groupe numéro 13, qui, comme par hasard, se trouve à la fin, le groupe numéro 9 et le groupe numéro 4, où les 4 gènes ont été gardés après les duplications. Et puis, on estime vraisemblablement que les clusters A et B sont des clusters frères
ou des clusters sœurs, selon, et que les clusters C et D sont des clusters frères. Autrement dit, il y a eu une première duplication avec un cluster X et Y, et puis une deuxième duplication qui aurait donné AB et CD. Et tout cela, on peut le conclure simplement en faisant des analyses de séquences, puisqu'on voit que les séquences entre ces deux clusters sont légèrement plus proches, etc., etc. Ces gènes sont également exprimés de façon collinaire, et je vous montre ici l'image de 1988, de la première publication qui montrait ça, une publication de laboratoire avec Steve Gaunt, où vous voyez cette descente le long de la colonne vertébrale de l'expression de ces gènes, avec un schéma qui à l'époque était encore relativement sommaire. Aujourd'hui, on peut regarder ça d'une façon beaucoup plus précise, en regardant directement dans l'embryon. Et je vous montre ici une image où vous avez 3 fœtus. Vous avez en bleu ici les domaines d'expression du gène numéro 9. Vous voyez que c'est un gène qui commence relativement haut, en tout cas dans le système nerveux, un peu plus bas dans le mésoderme ici. Là, vous avez l'expression du gène numéro 11, qui est un gène presque voisin. Et vous voyez que déjà, ce gène commence beaucoup plus postérieurement, beaucoup plus bas. Et là, vous avez l'expression du gène numéro 13, qui lui commence carrément plus postérieur. Donc là encore, il y a une correspondance, qui est une correspondance très robuste entre l'organisation de ces gènes sur le chromosome et les domaines dans lesquels ils sont exprimés pendant le développement. Ceci en 1988, et en fait, cela ne prit qu'une année pour réaliser que finalement, ces gènes chez les vertébrés n'étaient que les gènes orthologues de ces gènes chez la mouche. Et cela a pris pas mal de temps, en partie parce que nous n'étions pas prêts à le voir finalement, à l'accepter, puisque ce schéma signifiait non seulement que nous avions gardé des relations d'orthologie entre des gènes de la mouche et des gènes des vertébrés, ce qui en soi était déjà une surprise, mais qu'en plus, les systèmes de spécification de ces deux corps, de ces deux objets biologiques qui sont tout de même relativement différents l'un de l'autre, étaient conservés également. Chez les vertébrés se rajoute un autre type de correspondance qui est quelque chose que nous avons déjà discuté et que vous pourriez anticiper finalement, qui est de dire oui, mais les vertébrés, vous nous avez dit qu'ils se développaient selon une séquence temporelle, c'est-à-dire que nous faisons d'abord notre partie antérieure, puis nous rajoutons des segments postérieurs. Comment est-il possible d'allumer un gène postérieur alors que la partie qu'il doit spécifier n'est pas encore là? Et donc, contrairement aux mouches, et je vais revenir à cela dans une minute, les vertébrés mettent en œuvre un autre mécanisme qui est ce que nous avons appelé une collinarité temporelle, c'est-à-dire une activité de ces gènes dans le temps qui suit l'ordre des gènes sur le chromosome. Autrement dit, ce gène numéro 1 commencera à être exprimé à un temps 1, puis le gène 3 au temps 3, T4, etc., etc. Donc il va y avoir une activation progressive, comme si il existait une sorte d'horloge qui utilise la linéarité de notre matériel génétique pour suivre un temps, collinéarité temporelle. Cette collinéarité temporelle, en fait, est un mécanisme pour transformer le temps en espace. Et ce n'est pas toujours très simple à expliquer comment cela fonctionne, aussi parce que nous ne le savons pas exactement, mais le schéma global est celui-ci. Peut-être pas nécessaire de rentrer trop en détail dans ces schémas, mais le schéma global est celui-ci. Vous avez un embryon qui se développe par sa partie postérieure. Autrement dit, il va y avoir dans la partie postérieure du petit embryon ici au tout début, puis ensuite, il va y avoir une population de cellules, des cellules souches, qui vont se diviser et qui vont donner le matériel nécessaire pour progresser vers la partie postérieure. Si vous imaginez que dans cette population de cellules souches, cette horloge clique. Donc ces cellules vont se diviser, va partir vers le postérieur, un gène OX va s'allumer.
il va sortir, ces cellules vont sortir de la population et ce gène sera fixé. Et puis ça va continuer, hop, un second va être allumé, ce sera plus postérieur. Hop, un troisième va être allumé, ce sera plus postérieur. Donc en gardant un mécanisme d'activation au sein des mêmes cellules, mais en faisant en sorte que ces cellules descendent avec l'embryon et produisent la partie postérieure, on arrive à mettre en place toute une série de domaines qui sont des domaines spatiaux. Autrement dit, on transforme une information temporelle en information spatiale, ce qui est un problème fondamental en biologie qui est extrêmement difficile à résoudre. C'est un mécanisme qui agit en 6, puisque comme je vous l'ai dit, ces gènes sont en cluster, et donc pensons que cette horloge utilise cette structure en cluster pour progresser de façon correcte. Mais c'est donc un mécanisme qui requiert cette structure en cluster de façon à assurer une activation coordonnée. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que si vous imaginez, essayons d'imaginer ces 39 gènes distribués de façon aléatoire sur le génome. Et essayons d'imaginer l'énergie qu'il faudrait à un génome pour pouvoir activer ces gènes de façon coordonnée, tout en sachant que toutes les 90 minutes, il faut activer le bon gène au bon endroit, n'est-ce pas ? Et que si vous activez le gène numéro 7 au lieu du gène numéro 5, vous allez produire une transformation homéotique. Et donc la solution que la nature a sélectionnée, qui est une solution finalement assez pragmatique, c'est de garder ces gènes ensemble et de produire un mécanisme qui va simplement progresser pour être absolument certain que le gène numéro 5 sera activé après le gène numéro 4. C'est la meilleure façon de le faire. Alors maintenant, revenons à la mouche. Ce que vous voyez là, c'est deux images de mouches que j'ai trouvées sur Internet. Vous avez, elles ne sont pas très nettes, mais peu importe. Vous avez ici une image que j'ai sortie d'un site intéressant qui est fait par un monsieur Khan Academy, qui est un site ouvert pour de l'information scientifique qui est généralement de bonne qualité. Et on trouve et d'ailleurs, il y a des annotations qui sont précises. Et puis en haut, vous voyez le pendant de cette image, c'est la même, sur Wikipédia. Sur le wiki HoxGenes, donc sur un wiki qui est quand même travaillé, vérifié par des collègues qui travaillent dans ce domaine. Alors, quand vous regardez ces images de loin ou même de près, en fait, vous allez voir qu'il y a des annotations. Vous voyez ici, une annotation a été posée et donc on a enlevé le ANT-C pour pouvoir la mettre et on l'a mis dessous. Enfin bref, des petits détails d'édition. Mais il y a tout de même une différence extrêmement fondamentale qui est que dans un cas, vous avez cette interruption des clusters et dans ce cas-là, vous ne l'avez plus. Alors c'est plus qu'un détail, c'est qu'on a l'impression que ces clusters sont tellement clusters que même les animaux qui n'en ont plus en ont. C'est-à-dire qu'on passe dans la littérature des images. Ce que vous avez là, en fait, comme nous allons le voir, c'est un cluster de vertébrés, c'est-à-dire un cluster qui n'est pas cassé. Or, je vous rappelle qu'une cassure existe entre Antennapédia et Bithorax, c'est-à-dire entre cette partie-là et cette partie-ci du cluster chez la mouche, qui sont sur le même chromosome, mais à des distances considérables. Cette cassure, d'ailleurs, de façon très intéressante, peut se trouver à un autre endroit dans des espèces différentes de drosophiles. Il y a plusieurs études là-dessus. Je vous montre une petite phylogénie qui a été construite par Negret et al. Vous voyez qu'ici, nous avons la cassure classique entre le gène UBX et Antennapédia, c'est Drosophila melanogaster. Mais vous voyez que chez Drosophila immigrans ou virilis, on a une cassure entre le gène ultrabithorax et abdominal A. Et là, on a une cassure entre le gène labial et le gène proboscipédia. Donc on a des cassures à différents endroits. Et bien entendu, l'intégrité du cluster ne semble donc pas essentielle pour le développement chez la mouche de la collinéarité spatiale. Donc il semble que la distribution de ces domaines que je vous montrais tout à l'heure, ces domaines d'expression, chez la mouche, ne nécessite pas forcément une structure en cluster.
il y a une explication simple à cela, c'est qu'en fait, ces domaines sont contrôlés par des gènes en amont qui eux-mêmes sont contrôlés par des gènes maternels. C'est un plan d'organisation qui est contrôlé très très tôt pendant le développement et qui est essentiellement de nature maternelle. En fait, c'est le clonage des gènes OX chez les vertébrés qui a révélé qu'à l'origine des diptères se trouvait un seul cluster OX. Jusqu'alors, on n'en voyait pas la nécessité, finalement. Mais chez les vertébrés, les clusters OX n'ont pas de point de cassure. Jamais. Et les gènes sont restés ensemble depuis plus de 500 millions d'années, peut-être même 600, là dans l'explosion du Cambrien, précambrien. Donc il doit y avoir une pression extrême pour que ces gènes soient restés ensemble, chez les vertébrés, chez d'autres animaux aussi, je vais y venir dans une minute. Et cette pression a à l'évidence disparu chez les diptères. Donc pourquoi cette différence? Et cette différence, maintenant, je pense que vous la comprenez bien, c'est que chez la mouche drosophile, c'est un insecte que l'on qualifie à bandelette germinale longue, c'est-à-dire c'est un insecte qui a une structure de développement en salami, c'est-à-dire on prend un morceau que l'on divise en segments. Donc le morceau est fait, pratiquement à la ponte d'ailleurs, le morceau est fait et on va le diviser en segments. Alors que chez les vertébrés, comme chez les animaux arthropodes, insectes à développement en bandelettes germinales courtes, prenez par exemple le tribolium, les cafards, les sauterelles, c'est un plan de développement complètement différent dans lequel on fabrique l'antérieur et on rajoute progressivement du postérieur. Donc dans un cas, il y a une segmentation simultanée qui est indépendante du temps. Pratiquement tous les gènes OX sont activés en même temps chez Drosophila. Dans un autre cas, on a une segmentation progressive qui va être dépendante du temps. Et cette comparaison, il y a une vingtaine d'années, a conduit à ce qu'on appelle maintenant la conjecture OX, qui est la suivante. L'existence d'un cluster complet, c'est-à-dire un cluster qui n'est pas cassé, un cluster sans cassure, est lié à un mécanisme d'activation temporelle de ces gènes pendant le développement. De cette conjecture, on en déduit deux conséquences. Tous les animaux se développant selon une progression temporelle antéro-postérieure doivent avoir un cluster de gènes OX intégral, sans cassure. Ça, c'est une des conséquences de ce postulat, de cette conjecture. Si c'est vrai, dans ce cas-là, tous les animaux dans la nature, que ce soit des arthropodes, des insectes, des vertébrés, peu importe, qui se développent selon un schéma temporel, doivent avoir un complexe OX intégral, sans cassure. Et par conséquent, tous les animaux montrant des cassures dans leur cluster doivent utiliser un type de développement simultané, c'est-à-dire sans progression temporelle. On ne peut pas trouver d'exception à cette règle en principe, sauf bien entendu de trouver une cassure en dehors de la partie du corps qui se développerait de façon temporelle. Imaginez par exemple que vous avez cette partie-là qui se développe d'un coup, et puis ensuite une progression postérieure. On peut imaginer qu'il existe une cassure dans le complexe OX à ce niveau-là, mais on ne peut pas, selon cette conjecture, trouver une cassure dans la partie qui implémente, qui met en œuvre ce système temporel. Et je dois vous dire que depuis 1992-1994, alors que pratiquement tous les génomes, le génome des animaux, d'animaux appartenant à pratiquement tous les grands groupes d'animaux ont été maintenant séquencés, et pour l'instant, il n'y a pas encore eu un seul contre-exemple à cette conjecture, mais il y a eu quelques surprises. Et c'est sur ces surprises que j'aimerais terminer ce cours. En effet,
Si vous vous intéressez à ce domaine, si vous vous intéressez à cette correspondance entre la structure de ces gènes OX et leur régulation, et que vous allez voir sur Internet, ou vous allez voir dans les textbooks, dans les livres scolaires, ou bien même dans certains muséums, en fait, vous allez toujours trouver cette figure-là, avec la représentation du cluster chez les mammifères, ici, avec la représentation de ces deux clusters, parfois un seul chez Drosophile, ici. Et puis, au milieu, vous voyez la représentation d'un cluster de gènes OX que nous trouvons chez Amphioxus, qui est donc le lancelet, qui est souvent utilisé comme une sorte d'illustration de ce qu'aurait pu être l'ancêtre de ces clusters. En fait, ça n'a aucun sens, puisque Amphioxus est un animal qui vit aujourd'hui paisiblement, donc il n'a rien d'ancestral. Il n'est pas plus ancestral que nous, mais c'est une structure qui, en quelque sorte, illustre ce que pourrait être, ce qui aurait pu être le cluster ancestral, puisque ces animaux-là n'ont qu'un seul cluster, un seul, qui semble contenir tous les groupes de paralogie. Néanmoins, cette image-là est relativement loin de la réalité. Et lorsque vous regardez la réalité, c'est-à-dire lorsque vous ramenez ces clusters, ne serait-ce qu'à leur taille réelle, simplement, leur taille réelle. Voilà l'image que vous avez. Une image très différente. Vous avez ces deux très grands clusters chez la mouche, le cluster Antennapédia, le cluster Bithorax. Vous avez ce très grand cluster chez Amphioxus, qui fait à peu près une taille d'une demi-mégabase, extrêmement grand morceau d'ADN. Et puis en dessous, vous avez le cluster des vertébrés chez la souris. Vous voyez que c'est une taille à peu près de 100 kilobases. Vous voyez qu'en fait, ce cluster de gènes chez les vertébrés pourrait être pratiquement introduit à l'intérieur d'un exon du gène Antennapédia. Ce sont des tailles très différentes. Ce sont des structures géniques extrêmement différentes. Et lorsque l'on regarde ça, on peut commencer à classer ces clusters en différents groupes. Ce groupe-là, par exemple, je l'appellerais un cluster très organisé. C'est un cluster compact, tous les gènes dans la même direction, sur le même brin d'ADN, codés par le même brin d'ADN, pas d'éléments répétés, pas de gènes parasites, très organisé. Ce cluster-là est un cluster relativement désorganisé. Beaucoup d'espace entre les gènes, pas mal de séquences répétées. C'est un cluster qui visiblement est moins organisé que celui-ci. Ces clusters-là sont à la fois désorganisés et cassés, donc on va les appeler des clusters split. Et puis il existe des cas de figure que vous voyez ici, où en fait le cluster est pratiquement entièrement déclustérisé. C'est-à-dire que les gènes, il y a eu plusieurs points de cassure et les gènes se sont distribués dans des endroits génomiques différents. Alors la question maintenant, évidemment, c'est peut-on trouver un lien entre l'existence de ce type de cluster et une phylogénie animale? C'est-à-dire, y a-t-il une logique évolutive? Est-ce que l'on peut trouver, par exemple, chez tous les arthropodes un type de cluster, chez tous les... etc., etc. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est prendre une phylogénie animale, une classification des animaux, et poser la question, chez quel animal nous trouvons quel type de cluster? Dans quelle grande classe d'animaux trouvons-nous des grandes classes de clusters? Et alors, vous avez ici une phylogénie relativement récente, finalement, avec des cordées en haut. Pourquoi sont-ils en haut? On n'en sait rien, mais ils sont toujours en haut. Vous avez ici les ecdysozoaires, ici les lophotrochozoaires, des grandes classes d'animaux, et les arthropodes sont là, les annélides sont là, etc. Lorsque vous posez la question, chez quels animaux trouve-t-on des clusters complètement désorganisés, atomisés? Eh bien, vous voyez que, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, en fait, à quoi on pourrait s'attendre, on en trouve partout. Et même chez les urochordés, qui nous sont extrêmement proches, les acidies, eh bien, il n'y a plus de cluster OX.
Vous voyez qu'il n'y en a pas chez les cnidaires, il n'y en a pas chez les nématodes, il n'y en a pas chez les platelmintes. Pourquoi? Mais simplement parce que la pression qui fait que ces gènes restent ensemble n'est plus de mise chez ces animaux. Pourquoi? Parce que ces animaux se développent selon un plan de développement qui ne nécessite pas d'avoir ces gènes en cluster. Alors, par exemple, nématode, comme vous le savez, on en a parlé, 950 cellules, un développement qui est entièrement mosaïque dans le sens où chaque cellule va toujours faire la même chose, c'est exactement où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va faire. Il n'y a aucun besoin d'avoir un contrôle temporel, spatio-temporel sur l'expression de ces gènes. C'est comparable, bien que pas identique, chez les urocordés qui ont un type de développement qui est un type de développement fondamentalement différent de celui des vertébrés. Alors maintenant, on peut poser la question, où se trouvent les clusters split désorganisés? Et vous voyez que, là encore, on en trouve dans toutes les grandes classes d'animaux. Donc là encore, selon le plan de développement de l'animal, cet animal va soit garder, soit éliminer, tolérer la désagrégation de son cluster OX. Où le problème devient ardu, intéressant, c'est que lorsque vous posez la question où se trouvent les clusters qui sont vraiment bien organisés, et là vous voyez qu'on ne les trouve que chez les vertébrés. Alors évidemment, ça pose un problème, car non seulement ces clusters très organisés ne sont trouvés que chez les vertébrés, mais tous les vertébrés ont des clusters très organisés. Si vous trouvez dans une loterie génomique un cluster de gènes OX dont tous les gènes sont orientés dans le même sens, qui n'a pas d'éléments répétés, qui n'a pas de gènes non associés à des gènes OX, vous pouvez définir ce cluster comme appartenant à un vertébré. Alors évidemment, ça pose tout de même un problème, c'est d'essayer d'expliquer d'où ce cluster organisé sort. Et en fait, il y a deux façons de voir le problème. Je pense qu'il n'y en a pas trois. Si vous en voyez une troisième, dites-le moi. Il y a une façon que l'on pourrait appeler la vue vertébrocentriste, que vous avez là. Et cette vue, elle est simple, elle dit que l'ancêtre commun de tous les bilatériums, de tous les animaux à symétrie bilatérale, avait un complexe extrêmement bien organisé. Et ce complexe s'est désorganisé chez les ecdysozoaires, il s'est désorganisé chez les lophotrochozoaires, il s'est désorganisé, sauf chez les vertébrés. Alors évidemment, c'est une vue qui me dérange, puisqu'elle suggère que les vertébrés seraient en quelque sorte en ligne directe de l'ancêtre des animaux à symétrie bilatérale. En fait, on revient avec cette façon de penser à Charles Bonnet, grand savant genevois, huguenot, émigré genevois, très respectable, mais qui fut d'ailleurs le premier à proposer l'échelle des êtres, avec l'homme tout en haut. Mais il faut bien réaliser que ce type de pensée est un type de pensée qui s'approche dangereusement du dessin intelligent. C'est l'idée d'une cause dirigée. Nous serions actuellement sur Terre les derniers animaux à porter le complexe original. Alors je pense qu'on peut éliminer cette explication et nous tourner vers l'alternative, puisqu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et l'alternative, c'est une vue de consolidation par laquelle l'ancêtre bilatérien aurait eu un complexe OX désorganisé, un grand complexe OX avec ces gènes, ce qui est probablement le cas. Et puis ce complexe OX est resté désorganisé. Parfois, il a été atomisé, donc il s'est détruit chez les nématodes, chez les urocordés. Et puis, à ce moment-là, à l'origine des vertébrés, c'est là que se trouve la difficulté de cette alternative,
il y aurait eu un mécanisme de consolidation, c'est-à-dire quelque chose qui aurait fait que ce complexe s'organise. Alors évidemment, c'est une vue qui est un peu contre-intuitive lorsque l'on parle d'évolution, en particulier de l'évolution des génomes. C'est une sorte de vue anti-anthropique finalement, puisqu'on a tendance à voir l'évolution comme une sorte de désorganisation. On a de la peine à comprendre comment les choses auraient pu aller vers une organisation de quelque chose. Donc c'est une vue contre-intuitive. Donc il y a une nécessité à la fois d'une pression de sélection interne, souvenez-vous, on l'a défini avec Lancelot-White, il y a dû y avoir quelque chose qui a favorisé la consolidation de ce cluster, donc l'existence d'une pression interne, et puis probablement d'un événement déclencheur. On en a aussi parlé avec Suzumu Ono, l'événement, quelque chose qui fasse que le mécanisme démarre pour que cette pression interne soit appliquée. Alors ce mécanisme déclencheur, eh bien, évidemment, maintenant vous savez lequel c'est probablement les duplications de ce génome. C'est exactement à ce point précis que, sur quelques dizaines de millions d'années, personne ne le sait vraiment finalement, que ces deux duplications génomiques se passent. Et donc la question est de savoir si ces deux duplications génomiques auraient pu être à l'origine de cette consolidation du cluster. Et en fait, sur ce que je vous ai raconté la semaine passée, il y a 2 semaines, je pense que vous avez maintenant tous les éléments pour essayer de construire une explication à cette consolidation par l'évolution de ces séquences régulatrices. Et c'est actuellement l'hypothèse sur laquelle nous travaillons, et j'aimerais rapidement vous l'exposer. Donc, imaginons que nous nous trouvons maintenant chez l'ancêtre ici, qui a un seul cluster désorganisé. Ce cluster, vous l'avez là, avec différents gènes. Vous voyez que ces gènes sont régulés par des séquences régulatrices privées, particulières. Vous avez des gènes étrangers à l'intérieur, etc. Et puis, va émerger, ici, va évoluer un enhancer que l'on va appeler un enhancer pionnier, qui va donc être le premier à évoluer, et qui va, comme ces gènes sont en cluster, va pouvoir prendre en charge la régulation de plusieurs gènes à la fois. Donc une méta-régulation. À partir de là, dans cette petite partie du cluster, ici, ces 3 gènes vont avoir une tendance à maximiser leur réponse à cet enhancer. Pourquoi? Nous allons le voir dans une minute. Mais il y a plusieurs paramètres qui suggèrent que ces gènes auraient eu un avantage adaptatif à maximiser leur réponse à cet enhancer. Prenez un exemple très simple. Si maintenant ces 3 gènes sont sous le contrôle de ce même enhancer, vous allez pouvoir commencer à établir des phénomènes de compensation, des phénomènes de redondance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier l'expression d'un gène sans changer le résultat final, parce que vous allez en avoir un autre, vous complexifiez le système. Rappelez-vous, consolidation de ce loop, avec des séquences qui vont faire en sorte que cet enhancer maintenant va contacter ces gènes, et la réponse sera de plus en plus optimale à cet enhancer. À partir de là, le système est bloqué, parce que ces structures vont être rétives au développement d'autres enhancers. Par contre, le jour où cette structure se duplique, et on revient à ce que nous discutions la semaine passée, vous allez avoir libération de la contrainte et possibilité d'évoluer de nouveaux enhancers. De nouveaux enhancers vont évoluer, et peu à peu, ces gènes vont s'organiser. Alors, s'organiser, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un gène se retourne, il y aura un avantage sélectif à l'avoir retourné. Pourquoi? Parce que peut-être il pourra combiner un épissage alternatif avec les gènes voisins, ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était comme ça. Ou peut-être va-t-on pouvoir produire plus d'un type de protéines qui vont se ressembler pour évoluer une robustesse du système, une compensation. Donc de plus en plus, au fur et à mesure que ces enhancers vont évoluer,
ces gènes vont avoir tendance à maximiser leur réponse et donc le système va sélectionner pour un complexe parfaitement organisé. Nous pensons que c'est comme ça, en fait, que l'on a pu construire, que la nature a pu construire un système organisé à partir de ce cluster désorganisé. Alors après, deuxième duplication, et là je vous ai mis un schéma très en couleur, où on voit leur accumulation de séquences enhancer, et vraiment, le système est en train de passer d'un système où le gène est tout puissant, avec quelques séquences régulatrices, souvenez-vous, on a déjà discuté, à un système dans lequel le gène est transformé en une petite partie d'un métagène. Ce qui est tout puissant, ce sont les séquences régulatrices de part et d'autre. Alors, quels seraient les avantages adaptatifs de l'évolution d'un cluster consolidé? La redondance, la complémentarité, la robustesse, l'épissage différentiel. Alors, tous ces paramètres-là sont des poisons pour les généticiens, et nous nous en rendons bien compte, puisque depuis 30 ans, la plupart des problèmes génétiques que nous causons au système ne donnent pas de réponse. C'est devenu un cauchemar pour certains. Vous passez des années à introduire une mutation dans un gène et il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que le système est tamponné de façon maximum, parce que d'autres gènes vont prendre le relais, puisqu'ils sont contrôlés par les mêmes enhancers, etc., etc. Alors que dans la mouche, vous faites une belle mutation et paf, vous avez un phénotype formidable sur lequel vous pouvez travailler. C'est le cauchemar des généticiens. Soit en éliminant des facteurs qui sont des sources de problèmes potentiels. Par exemple, des éléments répétés. C'est très dangereux, les éléments répétés. Souvenez-vous, je vous en parlais comme source de recombinaisons non homologues qui pouvaient enlever un gène ou dupliquer un gène. Vous ne voulez pas ça dans ce système. Et il se trouve que ces gènes OX, ces clusters de gènes OX, sont parmi les très rares endroits de notre génome où il n'y a pratiquement pas d'éléments répétés. Vous savez que les éléments répétés, c'est 50% de notre génome, pratiquement. Eh bien, il n'y en a pas. Dans les paysages de ces gènes OX, ils ont été simplement éliminés, nettoyés par ce système de consolidation. Et donc, on a assisté probablement à l'évolution d'un groupe de gènes vers ce que nous avons appelé un métagène, c'est-à-dire un cluster de gènes dans lequel les différents gènes sont soumis à des règles générales pour produire une fonction globale qui est associée à ce groupe. Donc on nous trouve dans une situation qui est en fait une situation un peu hybride entre une structure génique et un groupe de gènes qui ont un comportement social que l'on pourrait appeler une sorte de métagène, qui n'est pas sans coïncidence, je dirais, avec le principe de l'opéron chez les bactéries. Voilà, avec cela, je voulais terminer en vous parlant, pour essayer de terminer cette boucle, en vous parlant, en revenant sur un des principes très forts de cet Evo-Devo qui nous a beaucoup fait réfléchir, qui est celui des systèmes modèles. Car, en fait, lorsque l'on réfléchit à cette consolidation de clusters, on se dit comment se fait-il que finalement les principes généraux de cette activation temporelle, de cette structure des clusters OX, ont été tous découverts sur un des seuls systèmes qui ne les met pas en œuvre, chez Drosophile. C'est à l'évidence, grâce au travail chez la mouche, que ce système a été découvert, et ce système n'est pas mis en œuvre entièrement chez la mouche. Et ça soulève évidemment une question épistémologique qui est extrêmement intéressante. Et comme vous le savez, la raison principale pour laquelle la mouche drosophile a une valeur heuristique extraordinaire, c'est ces paramètres, ce sont des détails finalement, c'est le fait que cette mouche se reproduit très rapidement, qu'elle pond beaucoup d'œufs, des croisements faciles, phénotype, détection de phénotypes facilité, génome à une copie, extrêmement important, comme nous venons de le voir, c'est-à-dire vous pouvez taper dans un gène, vous avez un résultat. Donc tout était là pour faire de cet animal
un animal avec une valeur heuristique extraordinaire. Tout cela, toutes ces caractéristiques ont évolué pour rendre le développement de la mouche extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que la mouche, elle va pondre des œufs dans votre banane, dans une pomme, elle va être exposée à des prédateurs. Le plus la mouche va se développer rapidement, le plus elle va échapper à la prédation. Donc il y a une pression de sélection qui est extrêmement violente pour les diptères. Et donc, les diptères ont évolué un type de développement extrêmement rapide. Mais évidemment, l'évolution de ce type de développement rapide a dû être associée à un type de développement qui ne prend pas le temps en compte. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer cette famille de gènes OX qui s'active. Bien, on peut aller plus vite, on peut aller encore plus vite. Il y a un moment, on ne peut pas aller plus vite. Et donc la mouche a shunté ce système et est passée à un autre système qui consiste à non pas travailler dans le temps, mais travailler dans l'espace, à demander à la mère de déposer dans l'œuf tout ce qu'il faut pour faire ces segments et d'activer les gènes OX en fin de parcours pour identifier ces segments. Et ça nous amène évidemment à cette idée de système modèle, qui est une des idées clés de cette discipline de Levo-Devo, puisque c'est probablement la discipline des sciences de la vie actuellement où le plus de systèmes modèles sont utilisés, ce qui va augmenter encore maintenant avec la technique de CRISPR, puisque l'on peut commencer maintenant à travailler sur des espèces animales auxquelles on n'avait pas accès auparavant, en tout cas d'un point de vue génétique. Et donc ça pose bien entendu la question du système modèle. Et cela conduit à cette idée très curieuse d'animaux ayant des avantages. Si vous allez dans la littérature, vous écoutez des conférences, vous verrez que certains collègues parlent d'animaux ayant des avantages. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup irrité depuis longtemps. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez ici les avantages de Xenopus levis comme modèle d'étude, avec plus, moins, oui, ça coûte cher, ça coûte pas cher, on peut faire de la génétique, on ne peut pas faire de la génétique. Et c'est quelque chose d'extrêmement crispant, finalement, parce qu'on essaie de considérer les systèmes modèles comme étant complémentaires les uns aux autres, chacun ayant des avantages et des désavantages. Et en fait, comme vous le savez maintenant, ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit, en particulier parce que ce que nous qualifions généralement d'avantages dans des systèmes modèles sont des traits adaptatifs très forts. C'est exactement ce que je viens de vous dire sur la mouche drosophile. Et donc, lorsque l'on choisit un système modèle en fonction de ses avantages adaptatifs, ça veut dire qu'on le choisit en fonction de ses particularités. La question est de savoir si après, on peut revenir dans le centre. Et évidemment, le choix même d'un système modèle va donc être biaisé par l'existence de ces traits adaptatifs. Et si vous êtes intéressé dans cette discussion, je vous recommande un article extrêmement intéressant, qui n'est pas très récent, mais de Jessica Bolker, qui dit « Les critères pratiques selon lesquels les biologistes de développement choisissent leur système modèle ont des raisons évolutives. Il en résulte un échantillonnage qui n'est pas simplement réduit, mais qui est également biaisé de façon particulière, par exemple en faveur des espèces qui ont un développement rapide et très canalisé. Ces biais influencent à la fois la récolte des résultats et leur interprétation, ainsi que nos vues sur le fonctionnement du développement et sur quels en sont les aspects critiques. C'est une critique très forte, en fait, de Levo-Devo, qui dit que finalement, il faut faire extrêmement attention lorsqu'un animal nous donne quelque chose, nous donne une connaissance, il faut toujours s'en méfier, poser la question, est-ce que cette connaissance peut être en fait redistribuée sur l'intégralité, sur les règles fondamentales des animaux, ou bien est-ce que cette connaissance nous a été donnée simplement parce qu'elle dérive d'un trait adaptatif très fort. Alors, par exemple, la drosophile, bien sûr, développement très rapide, le C. elegans, nombre de cellules réduit, lignage cellulaire connu. Donc, j'aimerais terminer en illustrant cela et en vous disant que la notion d'avantage d'un système modèle, qui se trouve un peu entre le besoin de populariser son système d'étude, bien entendu, et compréhension superficielle du problème, on trouve au centre cette idée de kernel, c'est ce que nous avons discuté sur ces réseaux géniques de régulation, qui sont en fait les lois fondamentales que nous aimerions comprendre, le cœur du problème. Et lorsque nous choisissons un système modèle, très souvent,
nous allons travailler sur cette partie-là, c'est-à-dire sur une particularité adaptative que ce système modèle a produit. Et sur un autre, nous allons avoir une autre particularité adaptative, et sur un troisième, nous aurons une autre particularité adaptative. Et bien entendu, l'idée serait que plutôt que d'avoir cette approche centrifuge des systèmes modèles, il faudrait essayer d'avoir une approche centripète de ces systèmes modèles et se poser la question comment ces traits adaptatifs forts, comment ces aspects particuliers que ces animaux particuliers ont développés peuvent nous renseigner sur le jeu de règles fondamentales qui construisent un embryon. J'aimerais terminer ici. J'aimerais à la fois vous remercier d'avoir suivi ce cours et puis surtout vous rappeler que le 18 mai, il y aura un symposium sur cette théorie de cette discipline de Lebeau-Desvaux, alors qu'il sera un symposium pur et dur avec des gens extrêmement compétents qui, pour la plupart, même tous, je pense, parleront anglais. Mais je pense qu'il y aura de très beaux travaux qui seront présentés et j'encourage tous les gens parmi vous qui ont été intéressés par ce cours à venir y assister. Je vous remercie beaucoup.